Bona tarda, benvinguts i benvingudes en aquesta conversa amb la Karin Tuïl i la Valèria Gallard. Com bé sabeu, és un acte organitzat per Biblioteques de Barcelona i l'editorial Amsterdam. I, bàsicament, la Valèria i la Karin Tuïl parlaran de Les coses humanes, que és aquesta novel·la fantàstica, benvingudes en aquesta conversa perceptiva, intel·ligent, que hem tingut el gust d'editar a Amsterdam. I res, només dir-vos que en el xat que teniu a YouTube podeu formular les preguntes que vulgueu i nosaltres les recollirem i a mesura que vagi passant la conversa s'aniran contestant. Així que res, esperem que disfruteu molt d'aquesta conversa i que us faci pensar tant com el llibre, com la lectura d'aquest llibre, que sobretot fa això, fer-nos pensar sobre temes de l'actualitat que estan molt candents actualment. Moltes gràcies, Valèria Gallard i Karin Tuïl, per ser aquí i ja us deixo entre vosaltres. Ens sap molt de greu, tenim alguns problemes tècnics, però estem continuant ara l'entrevista i el que intentava preguntar era quin era el punt de partida d'aquesta novel·la que té tot l'impacte de l'actualitat social. Hi apareix la Mònica Lewinsky, apareixen, per exemple, els actes, els esdeveniments de Colònia el 2016, també les escoles jueves, molts temes que es barregen. Però quin era el punt de partida? Bé, doncs el punt de partida va ser un judici el 2016 i que s'anomenava l'afer de Stanford. Va ser un judici que va oposar a un estudiant de Stanford molt brillant i una dona jove que l'acusava d'haver-lo agredit sexualment en el campus. I em va impressionar molt perquè, en primer lloc, l'havien condemnat a una pena que es considerava lleu, 3 mesos de presó, i sobretot el que em va impactar va ser que el pare de l'acusat havia dit al jutge no es pot destruir la vida del meu fill, entenent el meu fill tan brillant que ha reeixit a la vida per 20 minuts d'acció. I aquells 20 minuts d'acció havien realment xocat moltíssim dones, estudiants i els americans en general, perquè aquest afer havia tingut molt i molt ressò. I a partir d'aquí jo vaig tenir ganes de treballar respecte a aquest tema de la violació. Vaig començar a llegir i a escoltar molts testimonis de víctimes i vaig descobrir, treballant sobre aquest tema, que no teníem testimonis de llibres també parlant des de la perspectiva de l'acusat. I la millor manera de tenir la perspectiva de l'acusat va ser anant a judicis. I jo vaig anar a judicis al Tribunal Penal a París durant 2 anys i el llibre explica, bàsicament, el que és una acusació de violació des del punt de vista de la família de l'acusat, de la família des del punt de vista també de l'acusat, i integrant també el punt de vista i el pensament de la víctima. Perquè, com segurament comentarem després, la història explica sobretot la història d'una parella, la vida de la qual realment explota quan el seu fill és acusat de violació. I per què ha decidit explicar la història des del punt de vista de l'Alexandre, de l'acusat, d'aquest home jove que és el que és acusat de violació? Ça n'avait jamais été fait. Pour moi, ça me semblait intéressant de savoir ce qui pouvait se passer dans la tête d'une personne accusée. Finalement, la question du passage à l'acte, la question du mal, de la complexité de l'être humain, je trouvais qu'elle était intéressante à explorer dans une société qui actuellement me semble un peu binaire. On a tendance à toujours dire il y a le bien, le mal, on apporte beaucoup moins de nuances avec les réseaux sociaux, les gens donnent leur avis très très vite. Il y a même parfois une sorte de comédie de la justice puisqu'on ne laisse même plus à la justice le temps de faire son travail. Et donc, je trouvais ça intéressant d'explorer cette histoire de ce point de vue-là, par exemple, d'avoir le point de vue de la mère, puisque en fait, cette histoire se passe dans une famille assez connue en France. La mère est une essayiste connue pour ses engagements féministes, elle est une femme engagée.
dans le combat féministe et son mari est un très grand journaliste politique à la télévision. Donc, on voit bien que dans ce contexte-là, une accusation de viol va avoir des répercussions différentes puisqu'il va y avoir une part de scandale très importante et surtout parce que cette femme, Claire, la mère de l'accusé, va voir toutes ses convictions mises en danger, en fait, sollicitées, parce qu'elle va devoir tout d'un coup à la fois les défendre, mais aussi défendre son fils. Et en fait, on voit très clair que pour elle, c'est plus important d'être à côté de son fils, non, que continuer à défendre ses principes un peu, non? On voit que c'est quelqu'un un peu contradictoire, en quelque sorte. Tout d'un coup, elle pense en tant que mère. Tout d'un coup, c'est une autre femme. C'est une mère qui cherche avant tout à protéger son fils. Et puis, il y a un contexte aussi qui est important, c'est-à-dire que quand le livre s'ouvre, cette femme, Claire, donc son mari est plus âgé qu'elle, elle a une petite quarantaine d'années, lui, il a 70 ans. Et quand le livre s'ouvre, elle l'a quitté, en fait, pour vivre avec un homme de son âge, Adam Wiesmann, qui lui est un professeur de littérature dans une école juive et qui a 2 filles. Et en fait, le fils de Claire va avoir une relation avec la fille d'Adam et c'est elle qui va l'accuser de viol. Donc c'est un contexte en plus familial, la famille recomposée, le viol dans la famille recomposée qui est très particulier parce que tout d'un coup, tous les liens amoureux aussi sont remis en question. C'est-à-dire, comment va-t-elle rester avec un homme dont la fille accuse son fils. Et c'est un dilemme qui est permanent dans le livre, en fait. Est-ce qu'on peut la voir à elle, à Claire, comme une victime collatérale? Parce que finalement, elle voit son histoire d'amour s'écrouler en quelque sorte. Oui, tout à fait. D'autant que au départ, on voit cette femme confrontée à la difficulté de prendre cette décision de refaire sa vie à la quarantaine. Elle a eu un cancer du sein quelques temps auparavant, donc c'est une femme qui est fragilisée par la vie et qui a très envie de vivre cette grande passion amoureuse. Et évidemment, ce drame qui va survenir dans sa vie va beaucoup l'ébranler et d'ailleurs totalement détruire d'ailleurs ce qu'elle a construit. En ce qui concerne le procès, on voit qu'il y a ces 2 jeunes qui sont tout à fait différents, Alexandre et Mila. On le voit, lui, qu'il part très bien, c'est un jeune brillant, presque surdoué. Et de notre côté, on voit Mila qui a du mal à s'exprimer, quelqu'un assez médiocre, on pourrait dire. Pourquoi avez-vous choisi ces 2 modèles si différents, ces 2 caractères qui s'affrontent? Moi, déjà, j'aime beaucoup dans mes livres confronter les classes sociales. À la fois décrire les milieux de pouvoir, et on voit effectivement Claire et Jean évoluer dans des milieux de pouvoir, le milieu de la télévision, le milieu des médias, et puis cette famille qui vient d'un milieu assez simple, la famille Wiesmann. Et c'est intéressant parce qu'on ne peut pas occulter la mécanique sociale au cours d'un procès. Il est évident que celui qui a le meilleur avocat, que celui qui parle bien, saura convaincre les jurés, alors que tout d'un coup, celui ou celle qui n'aura pas les codes sociaux, qui va mal parler, qui va avoir des problèmes parce qu'il est étranger, ça va le fragiliser en fait au moment du procès. Et ça, c'est des éléments qui sont très intéressants aussi à raconter, à décrire, parce qu'on voit qu'ils sont plus ou moins à l'aise. Et Mila, au moment du procès, est mise à mal, est fragilisée. Elle est parfois attaquée par la partie adverse. Donc ça aussi, j'avais envie de le raconter. En fait, j'ai vu quelque part que vous avez fait même des études de droit, que c'est la plaidoirie, c'est une chose que vous intéresse beaucoup. C'est un de vos... oui, parce qu'il me semble en fait, et je pense que c'est valable dans tous les pays du monde, que le fonctionnement de la justice, que la justice d'un pays à un moment donné va refléter les dysfonctionnements même de la société dans laquelle nous vivons. Et c'est très intéressant d'aller au tribunal, d'écouter des audiences, d'écouter des procès, parce que c'est un reflet de la vie aussi. On voit à quel point la vie, elle est complexe. Et je pense que c'est d'ailleurs ce qui explique le succès qu'a connu le livre, c'est que tout d'un coup,
on avait sur ces sujets-là un regard beaucoup plus ambigu, beaucoup plus complexe. On voyait bien que l'individu, il arrivait dans la société avec ses contradictions. Par exemple, Alexandre, c'est un garçon qui, à certains moments, comme vous l'avez dit, est très intelligent, il pense bien, il est même féministe sur certains plans. Et puis, à côté, à d'autres moments, il va très mal se comporter et il ne va pas assumer ce qui s'est passé, par exemple, y compris pour Mila, la victime. On va voir comment elle va essayer de se défendre, on va connaître ses mensonges, ce qu'elle a cherché à cacher, à dissimuler. Et ça, c'est intéressant parce que finalement, c'est le fonctionnement même de la nature humaine. En fait, on connaît bien l'enfance d'Alexandre, même pendant le procès, mais aussi on voit quand même que c'était un enfant voulu, mais un peu délaissé, non, par ses parents qui étaient toujours très occupés. Ce sont des gens, voilà, un journaliste politique, Claire qui est écrivaine, essayiste. C'est une façon aussi de le justifier en quelque sorte, parce que on voit quand même que c'est un garçon qui a eu du mal aussi, qui a fait il a essayé de se suicider, c'est-à-dire, voilà, il y a derrière une volonté de l'encadrer ou de faire comprendre pourquoi il agit comme ça. En fait, je ne voulais pas donner des clés au lecteur, ni chercher à justifier, mais juste montrer, ce qui m'intéresse, c'est de montrer la complexité des vies de tous les personnages, c'est-à-dire les épreuves qu'ils ont traversées, donc celles que vous venez de citer pour Alexandre, Mila par exemple, qui était élève dans l'école juive de Toulouse, où il y avait eu un attentat antisémite en 2012, donc qui est une jeune fille très traumatisée, et on comprend mieux leur réaction, on comprend mieux leur rapport à la violence, leur rapport à la sexualité aussi. Par exemple, Alexandre, c'est un garçon qui a vécu dans un milieu dans lequel la sexualité était totalement libre. Les parents avaient des doubles vies assumées, il a eu des rapports sexuels très tôt, on comprend assez vite qu'il peut user même un peu de violence verbale pendant l'acte sexuel, alors que Mila vient d'un milieu juif religieux, sa mère est pratiquante, donc il y a toute une codification et un rapport au corps très particulier. Et je pense que tous ces éléments, ces codes culturels, jouent évidemment un rôle dans l'approche d'une agression sexuelle. Vous avez dénoncé parfois cette hypocrisie, non, vis-à-vis de la liberté sexuelle, soi-disant qu'en fait, c'est pas si simple que ça, non? Ben, je cherche pas, enfin, chacun vit sa vie comme il l'entend. Après, j'essaye de montrer finalement aussi les limites de ce système. C'est-à-dire que Claire et Jean, c'est un couple qui a voulu vivre un peu à la Sartre, Simone de Beauvoir, et Claire et Jean ont été confrontés d'une certaine façon aux limites. D'abord, la rencontre avec la grande passion amoureuse que Claire a vécu avec Adam et qui la pousse justement à rompre cette sorte de pacte de liberté pour vivre pleinement cet amour. Et puis, il y a un autre personnage qui est important dans le livre, qui est la maîtresse cachée de Jean, qui est une femme de son âge, une journaliste très brillante et qui voit sa carrière décliner à cause de l'âge, alors que Jean, lui, reste à l'antenne parce qu'il est un homme. Et on voit la détresse de cette femme que Jean cache parce qu'il ne veut pas s'afficher publiquement avec elle. Donc on voit quand même les limites de ce fonctionnement, c'est-à-dire les souffrances morales que ce mode de vie peut engendrer chez chacun d'entre eux. En plus, elle lui dit à Jean, hein, justement, tu vas me laisser pour une autre fille plus jeune que moi. C'est une espèce de réalité qui se répète, non? Elle pressent cela parce qu'elle elle vit de manière assez violente l'éviction sociale à cause de son âge, qui est quand même une réalité. C'est aussi un livre qui parle de la condition de la femme de nos jours, à travers le portrait de plusieurs femmes. Il y a Mila, la jeune fille de 18 ans, il y a Claire, la femme de la quarantaine, et puis il y a Françoise, cette femme à la soixantaine. Donc, c'est différents portraits de femmes qui traversent diverses épreuves, la violence, la féminité, la vieillesse,
et on les voit se débattre dans une société qui reste quand même parfois hostile aux femmes. Ah oui. Et en plus, à travers Françoise, vous abordez un sujet justement de très actualité en France en ce moment, comme c'est l'euthanasie. Parce qu'elle est atteinte d'Alzheimer, et elle demande à Jean de l'aider à mourir. Et bon, c'est un sujet que vous voulez aussi réfléchir sur ces sujets-là. En fait, ce qui m'intéresse, si vous voulez, quand j'écris un roman, c'est que le livre me donne à la fois à penser et à questionner. Donc, j'aime bien retrouver dans un livre les questionnements qui sont les miens en tant que citoyenne, en tant que femme, en tant qu'individu. Et c'est jamais totalement réfléchi, pensé. C'est-à-dire que quand on écrit, il y a quand même une très grande part d'inconscient aussi. Évidemment, je me nourris de l'actualité, mais quand on écrit, le livre traduit sans doute et trahit nos propres peurs, mais elles ne sont pas toujours sciemment affichées. Je ne me dis pas, je vais écrire sur tel sujet. Mais évidemment, ce sont des questions qui me hantent pour différentes raisons, et notamment des questions d'ordre éthique et juridique. C'est un livre qui pose quand même des questions éthiques et juridiques, morales, enfin, j'allais pas dire à chaque page, mais en tout cas à chaque chapitre. Oui, c'est pour cela que vraiment c'est un roman qu'on a la sensation que c'est vraiment très vrai, non? C'est une histoire que pour être vraie, tout à fait, c'est très réel. Les personnages aussi sont très vrais, chacun dans son histoire. Vous inspirez comment, par exemple, dans le personnage de Jean Farel, le journaliste politique? Alors, moi, c'est un univers que j'aime beaucoup dépeindre, les sphères de pouvoir. J'avais déjà fait un petit peu dans L'Insouciance, mon précédent livre, et notamment la sphère politique. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est intéressant de confronter en fait les univers sociaux, de voir les moyens que les personnages sont prêts à employer pour trouver leur place sociale et pour rester surtout à un certain niveau social. Et on voit bien Jean qui, lui, vient d'un milieu très simple. Il est prêt à tout pour réussir. Il est prêt à tout pour rester à l'antenne, pour rester ce grand journaliste politique. Et il est à la fois admirable et pathétique. Et il est un peu le produit de nos sociétés, en fait, obsédé par l'image, par l'exhibition de soi, par la compétition, par la performance. Notre société aujourd'hui est une société de l'évaluation et de la performance, où l'on doit toujours donner le meilleur de soi-même, montrer plus que donner le meilleur de soi-même. En plus, on voit bien que lui ne veut pas vieillir, non? Qu'il fait du sport chaque jour. Il y a tous ces rapports avec le pouvoir, non? Vous vouliez faire aussi un portrait de ce journalisme si lié en fait avec le pouvoir. Oui, parce que ces dernières années, on a beaucoup parlé en France, et j'imagine aussi chez vous, des rapports très compliqués entre les médias et le pouvoir, et aussi finalement la partie financière, économique, c'est-à-dire qui finance aujourd'hui les grands médias. Et on voit bien dans le livre comment Jean est dépendant de différents personnages politiques, directeurs de chaîne, les compromissions qu'il faut faire, l'hypocrisie. Il y a un moment dans le livre, il y a une remise de décoration à l'Élysée, qui est un moment très important pour lui. Et j'aime beaucoup décrire ces personnages au moment où ils atteignent le sommet, mais aussi au moment où ils chutent, en fait. Qu'est-ce qui est intéressant en littérature, c'est de décrire ce point de rupture, ce point de chute. Et est-ce que vous êtes inspiré à un personnage réel ou pour le personnage de Jean Farel, il y a quelqu'un derrière, vous avez vu Alors, c'est différentes personnalités du monde, du paysage audiovisuel français, pas une personne en particulier, mais d'ailleurs, c'est assez amusant parce que
je pense que malgré tout, le fonctionnement est le même. C'est-à-dire que si vous voulez rester à l'antenne, passer un certain âge, vous êtes obligé de ressembler un peu à Jean, c'est-à-dire d'être prêt à tout, d'être prêt à certaines compromissions avec le pouvoir politique, d'être obsédé par la jeunesse parce que pour passer à l'antenne, il faut rester jeune et mince. Donc, sans tomber dans la caricature et le cliché, il y a quand même certains codes aujourd'hui dans la société pour rester à l'antenne. Alors, pour les femmes, c'est vraiment l'âge, c'est-à-dire que passé un certain âge, elles deviennent invisibles, tout comme les actrices d'ailleurs, et c'est très, très effrayant en fait. Et puis pour Jean, il y a tous les moyens qu'il utilise pour rester. Par contre, il y a le personnage de Françoise, aussi le journaliste de presse écrite. C'est un personnage peut-être le plus noble, si on peut dire, du roman, parce qu'en plus, elle essaye de faire du vrai journalisme et d'être fidèle, non, à soi-même. C'est toujours la femme à l'ombre, non, à l'ombre de ces personnages. Mais bon, comment le voyez-vous? En fait, c'est d'une certaine façon la part la plus humaine et la plus vraie de Jean Farel. Et c'est aussi ce qui m'intéressait dans le livre, c'était de montrer que les personnages ne sont jamais tout à fait noirs ou tout à fait blancs. C'est-à-dire que quand vous rencontrez Jean, le lecteur se dit « j'aime pas ce journaliste, il est obsédé par la réussite, par le pouvoir, par son poste, par l'argent ». Et puis, quand on découvre sa relation à Françoise, on le voit autrement. C'est un homme aimant, c'est un homme attentionné. La vie de cette femme compte énormément pour lui. Ils ont une très forte entente intellectuelle. Ils sont à la fois amants et amis encore. Et donc, cette relation, je crois, est très belle, parce que c'est une relation au long cours. Et elle donne un éclairage différent sur cet homme. De la même façon, pour Alexandre et pour les autres personnages, on les voit à travers les personnages secondaires tels qu'ils ne sont pas au premier abord. En tout cas, c'est vrai que par rapport à Alexandre, on voit que même déjà âgés, ils n'ont pas un très bon rapport avec entre parents et Alexandre, même quand il va en France, non, pour la remise du prix, bon, de cette condecoration à son père. On voit qu'il y a beaucoup d'exigences, mais pas vraiment de l'éducation. Il y a une espèce de contradiction au niveau de l'éducation. En fait, Alexandre n'est qu'un ressort dans la réussite parentale. Il n'est que le produit à la fois de la société et de ce que les parents ont voulu en faire. Donc, un enfant qui a toujours tout réussi. Et en fait, il va chuter, il va tomber. Et il va tomber à cause de quoi? À cause du sexe. Et ça aussi, c'est un élément central dans le livre. C'était de montrer la sexualité à la fois dans sa vision la plus épanouissante, puisque je raconte l'histoire d'amour notamment entre Claire et Adam, et la sexualité comme instrument de violence, de domination et de pouvoir à travers l'accusation de viol et aussi, comme vous l'avez dit au début, d'autres affaires, l'affaire Monica Lewinsky et d'autres encore. Donc ça aussi, c'était intéressant pour moi d'en parler parce que finalement, dans nos sociétés extrêmement codifiées, extrêmement contrôlées, le sexe devient peut-être le dernier élément perturbateur, en fait, que les individus ne peuvent pas contrôler. Il y a le fait aussi, à propos des événements de Cologne, que Claire, elle doit se défendre parce que justement, il y a comme une dichotomie entre être féministe ou raciste. Non, elle se fait accuser de raciste justement parce que elle rentre dans un débat en soi-disant bon, il faut faire attention parce que ce qui s'est passé à Cologne, ça met sur la table aussi un problème d'immigration et de choc de culture. Comment voyez-vous ces débats? En fait, elle a été prise à ses propres... elle a été piégée, en fait, Claire, par ses convictions. C'est-à-dire qu'effectivement, quand il y a eu les événements de Cologne, elle a dit il ne faut pas minimiser la gravité des faits parce que ces hommes sont d'origine maghrébine. Or, les antiracistes avaient tellement peur que, justement, que des accusations de racisme soient évoquées
ont eu tendance à minimiser la gravité des faits. Et quand le livre s'ouvre, Claire s'indigne. Elle dit être féministe, c'est prendre le parti des femmes. Et là, des femmes ont été attaquées, donc peu importe l'origine des agresseurs, il faut pouvoir le dire, il faut pouvoir le dénoncer. Et donc, elle est à la fois soutenue et attaquée. Ça a été un vrai débat en France ces dernières années, c'est la raison pour laquelle j'ai eu envie d'en parler. Mais évidemment, quand c'est son fils qui est accusé et qu'elle prend sa défense, elle reçoit les attaques de toutes ces féministes antiracistes qui s'en sont prises à elle et qui lui disent, alors voilà, quand c'est un immigré d'origine maghrébine, l'agresseur, tu prends la parole et tu t'enflammes et tu attaques, mais quand c'est ton fils, un petit bourgeois français, tu te tais et tu le défends. Et là, elle est totalement piégée parce que sur les réseaux sociaux, la violence se déchaîne. C'est aussi un livre qui parle du tribunal médiatique, de la violence des réseaux sociaux aujourd'hui. Quand vous êtes une personnalité, puisque quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, c'est repris et c'est analysé et critiqué, parfois de manière extrêmement violente, sur Twitter notamment. Mais justement, tous les réseaux sociaux ont une partie très importante dans le sens qu'on voit bien l'importance de tous les propos qui sont mis sur Twitter et qui, tout d'un coup, on voit que sont complètement transportés par tout le monde. Et ça, c'est important aussi, la question de pouvoir des réseaux sociaux. Oui, parce que ça pose la question de la présomption d'innocence, ça pose la question de l'état de droit, de la démocratie, du fonctionnement de la justice. Si on est attaqué et jugé sur les réseaux sociaux, donc quelle place accorde-t-on au fonctionnement de la justice, à la vraie justice et surtout à la présomption d'innocence? Moi, ça me fait quand même assez peur, cette évolution de la société et ça, on le voit tout le temps. Et puis, ça pose aussi une autre question, c'est qu'aujourd'hui, même en ce qui concerne, par exemple, l'engagement politique, on voit aujourd'hui des nouvelles générations d'hommes et de femmes politiques qui ont peur, qui redoutent même l'engagement parce qu'ils savent que tout ce qu'ils ont pu faire par le passé peut être récupéré, repris et lancé sur les réseaux sociaux, y compris d'ailleurs quand même vous participez à une rencontre, même chez des amis, vous pouvez être filmé, ça peut être repris. Donc, c'est devenu très compliqué aujourd'hui de faire de la politique. C'est devenu compliqué simplement de prendre position de manière réfléchie. Là, en ce moment, je suis en train de lire un livre d'Hannah Arendt qui s'appelle « Penser librement ». Et c'est un recueil de textes d'Hannah Arendt. Et je l'ai acheté parce que le titre m'a interpellée. Et parce que c'est une vraie question. Est-ce qu'on peut penser librement dans notre société aujourd'hui où tout est... où finalement la question du temps long n'est plus possible. On nous demande de réagir à chaud en permanence sur des questions qui nécessitent un temps long. On voit aussi que Jean Farel a un problème justement parce qu'il se trompe dans un moment donné quand il écrit un message sur Twitter et tout d'un coup ça fait il a pris en rigolade par tout le monde parce qu'il s'est trompé en fait, non? C'est le gros problème de Twitter, c'est que vous mettez un message et puis si vous ne le relisez pas, ça peut détruire vos vies. On a vu des carrières politiques complètement brisées suite à des tweets ou à des messages qui auraient dû être envoyés en privé et qui ont été envoyés en public. Donc aujourd'hui, la société est quand même parasitée, voire contaminée par l'usage des réseaux sociaux et ça a une incidence sur la justice de nos pays et sur le fonctionnement de nos démocraties. Je vais animer aussi au public s'ils veulent poser des questions, c'est le moment de le faire. Et je voulais aussi vous demander, vous avez vous-même des réseaux sociaux, vous en suivez ou vous êtes complètement... négationniste, bon, pas négationniste, mais bon, pas du tout partidaire d'avoir de Twitter, de compte Twitter, Facebook, tout ça. Alors, pendant des années, j'ai eu un compte Twitter, j'avais même beaucoup d'abonnés, et un compte Instagram. Et j'ai tout fermé, en fait.
justement parce que, pour deux raisons. D'abord parce que je pense que ça finit par altérer notre concentration. Et quand on est écrivain et qu'on travaille seul toute la journée, on a besoin de rester extrêmement concentré longtemps, sans sollicitation. Or, ça finit par avoir une incidence sur votre façon de penser, sur votre concentration. Et puis, j'étais très ennuyée parce qu'il me semblait que ces réseaux nous incitent à la fois à nous mettre en scène, à donner la meilleure image de nous-mêmes, mais aussi à ne suivre que des gens qui pensent comme nous. Et pour moi, la démocratie, c'est fréquenter des gens qui ne pensent pas comme moi. Parce que sinon, comment ma pensée peut évoluer ? Et donc, j'ai pensé que c'était un élément finalement contre-productif à différents points de vue, sans citer la violence en plus de ces réseaux quand vous publiez un livre, quand vous donnez votre avis sur l'actualité. Donc, j'ai fait le choix de m'en retirer, mais pendant un temps, ça m'a amusé aussi de l'observer pour pouvoir le raconter. Et en ce qui concerne la fin du roman, je ne veux pas faire de spoiler. Oui, je ne voudrais pas trop la dévoiler parce que je voudrais quand même laisser la surprise au lecteur. Pas la dévoiler, mais bon, quand même, c'est aussi cette réflexion sur le consentement qui est aussi encore aujourd'hui ici, c'est d'actualité en France, non? Même à partir de ce roman de Springola, non? Le consentement, qui a été traduit aussi en catalan. Et justement, c'est vrai que c'est quand même ambigu, on ne sait pas trop vraiment si on va finir, c'est un peu exagéré, non? Si on exagérait un peu sur le consentement quand on doit avoir des rapports sexuels. Je ne sais pas, il y aura sûrement des excès comme aux États-Unis où, par exemple, certains acteurs font signer un contrat à leur partenaire avant d'avoir un rapport pour être sûr de ne pas avoir de problème après. Donc, je pense que ça, c'est des cas extrêmes. On va vers une société, évidemment, où les rapports vont sans doute changer, mais on peut imaginer aussi que ce sera pour le bien. On peut imaginer aussi qu'aujourd'hui, les choses vont être plus clairement exprimées, qu'il y aura donc moins de risques de situations comme celles que je décris dans le livre. Et finalement, la jeune femme est tellement sidérée, a tellement peur qu'elle n'a pas le pouvoir et la force de crier. Parce que ça, c'est un phénomène, la sidération, que j'ai découvert au procès, par exemple. Souvent, on dit, mais si elle n'était pas consentante, la jeune femme aurait dû dire non, aurait dû crier. Mais quand elle a tellement peur, elle ne peut pas dire non, elle ne peut pas crier. Donc, cette question du consentement, elle est très compliquée parce que, par exemple, Alexandre va dire « mais elle m'a suivie dans le local, elle m'a embrassée, donc je pensais qu'elle était consentante ». Donc, plutôt que d'éviter ces perceptions qui aboutissent à ce genre de situation, peut-être effectivement le fait de parler en amont de ce qu'on est prêt ou pas à faire peut être un élément encourageant, mais je crois que la vie reste telle qu'elle est, c'est-à-dire avec du désir, avec des pulsions, avec des excès, et qu'on pourra toujours essayer de contrôler les choses, de changer les codes culturels, de tenter d'encadrer les événements, elle nous échappera toujours. Vous avez fait beaucoup de travail sur le terrain, non? Vous dites, ça concerne le procès, non? Vous avez vu des victimes de viol. Comment avez-vous travaillé sur ce sujet-là? Alors, en fait, je suis essentiellement allée j'ai assisté à des procès pour viol pendant 2 ans. Donc, en France, c'est vraiment le procès de l'accusé. C'est lui qui est au centre du dispositif, même si la victime vient aussi effectivement pour témoigner. Et j'ai eu la chance d'avoir accès à toutes les pièces d'instruction de dossiers d'affaires jugées. Donc, les PV de police, les interrogatoires des juges. Donc, c'était vraiment intéressant pour moi de raconter au lecteur comment ça se passe de l'intérieur, comment ça se passe quand vous allez porter plainte, quelles sont les questions que la police vous pose, quelles sont les questions que le juge vous pose, combien de temps ça prend pour que le procès ait lieu. Et ça, on ne connaît pas du tout, en fait. On parle beaucoup du dépôt de plainte, mais on ne sait pas du tout, quand on est victime, quand on est accusé, ce qui nous attend. Donc, tout ça, c'est effectivement un très gros travail d'observation, d'enquête. J'ai aussi rencontré des avocats, j'ai rencontré des juges,
j'ai rencontré des victimes et ça a beaucoup nourri le livre, évidemment, parce que ce qui m'intéressait avec ce livre, c'était d'être au plus près du réel. C'est-à-dire que quand le lecteur lit le livre, il sait en lisant les phrases, que ce soit au procès, que ce soit dans les interrogatoires de police, que ces phrases un jour ont été prononcées par quelqu'un. Il ne peut pas dire c'est faux, il ne peut pas dire elle a été trop loin, mais par contre il peut dire tout est vrai, c'est le fruit du réel et ça fait d'autant plus peur en fait. En tout cas, on voit bien que c'est quand même un procès très violent pour la victime. Ah, c'est un moment extrêmement violent et difficile pour la victime, mais je pense aussi que c'est un processus qui répare, parce que tout d'un coup, elle a sa place, elle est entendue, elle est écoutée, elle est prise au sérieux, et même si c'est pas son procès, même si c'est le procès de l'accusé, puisque c'est lui qu'on va juger, c'est lui qui risque la prison, c'est donc lui qui est au centre du dispositif judiciaire, elle existe. Et donc, je pense quand même que malgré les dysfonctionnements de la justice aujourd'hui, et notamment sa lenteur administrative, je pense qu'il faut encourager les victimes à porter plainte. Même si c'est difficile, le fait de voir leur souffrance reconnue a un sens, en fait, dans la reconstruction. Et qu'est-ce qui vous a le plus surpris, justement, quand vous avez fait tout ce travail de recherche? Finalement, c'est peut-être la vulnérabilité des accusés eux-mêmes. C'est-à-dire il m'est arrivé d'être à des audiences où je voyais des hommes soit dans une incompréhension totale par rapport aux accusations, ou des hommes qui étaient totalement dans le pardon, dans le repentir, qui étaient brisés par ce qu'ils avaient fait. En fait, ce qui m'a le plus marqué, c'est la fragilité humaine. Je pensais que j'allais être confrontée à des gens qui assumaient leurs actes, qui allaient être beaucoup plus prédisposés à une forme de violence exprimée. Et j'ai été étonnée de l'inverse. Par exemple, je me souviens d'un procès où le type était accusé de crimes très graves, pardon, et sa femme est venue à l'audience. C'était une femme extrêmement bien et elle a donné un tout autre visage de cet homme. Elle en a parlé en bien. Ça m'a beaucoup troublée parce que tout d'un coup, on avait l'impression qu'on avait affaire à deux hommes différents, en fait. Et ça, j'ai découvert à l'audience. Ça fait un peu reprendre le titre du roman, de ce côté-là, de dire les choses humaines, cette vulnérabilité, cette faiblesse. Oui, tout à fait. Ça, ce sont des mots que j'avais trouvés chez Proust dans les débuts à la recherche du temps perdu. J'avais trouvé ça très beau, en fait. Effectivement, il me semble que les choses humaines, ça évoque les choses de la vie, ça évoque la perte, l'amour, le chagrin, le deuil, tout ce qui constitue, en fait, une vie et qui à la fois incarne sa force et sa fragilité. Et pour vous, comme écrivaine, parce que quand on voit le procès, on voit que les deux côtés, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé, non? Comment avez-vous fait pour être neutral, non, en quelque sorte, pour être... parce que vous ne jugez pas, c'est vraiment vous exposer tous les procès et le lecteur doit sortir ses conclusions. Comment ça devait être très difficile, non, d'être juste à point. C'était difficile, mais ce qui m'a aidée, c'est que je voulais rester très fidèle à la réalité judiciaire, à la réalité d'un procès. Et en fait, un bon procès, c'est un procès dans lequel, justement, il n'y a pas de prise de parti. C'est-à-dire que le président de la cour ou la présidente pose des questions, mais ne montre jamais son avis. Et c'est au juré de prendre la décision. Et en fait, le lecteur, dans ce livre, est un peu dans la position d'un juré. C'est-à-dire, on lui raconte l'histoire et en fonction de son éducation, de son vécu, de son rapport à ces sujets, va réagir de son âge aussi, va réagir différemment. Et je pense que c'est aussi ce qui a permis au livre d'avoir un écho assez large parce que des jeunes l'ont lu, des parents l'ont lu, des grands-parents l'ont lu et chacun a pu donner son avis sur le livre avec un regard différent, avec le regard aussi d'une époque. C'est vrai que c'est plusieurs dilemmes, non, qui sont présentés dans le livre. Et en ce qui concerne le deux personnages, non, Alexandre et Mila, 2 ans après,
après la sortie du livre en France. Vous les voyez comment aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ah, c'est une bonne question. Comme je ne voulais pas dévoiler la fin, je ne peux pas le dire parce que je laisse supposer ce qu'est devenu Alexandre à la fin du livre. Mila, on peut espérer qu'elle se soit reconstruite, puisqu'effectivement, MeToo a quand même changé la donne, et je pense que la parole des victimes aujourd'hui est entendue. Il y a quand même une vraie révolution sur ces sujets-là. Donc, je pense que les victimes aujourd'hui de viols qui passent aux assises, les affaires sont jugées aujourd'hui, sont quand même plus entendues et plus respectées qu'il y a quelques années. Vous êtes optimiste alors vers le mouvement MeToo? Oui. Oui, je suis très optimiste parce qu'au-delà même de la question du viol, je vois bien qu'on a beaucoup évolué sur la question de la misogynie, du respect même. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé du viol et des agressions sexuelles, mais par exemple, une remarque un peu obscène, ça peut blesser une femme aussi, parfois aussi fortement. Et ça, toutes les femmes que j'ai rencontrées ou que je rencontre ont des histoires comme celle-là à raconter, du petites humiliations ou parfois de la misogynie, du machisme, un manque d'égalité. Et donc, je pense qu'effectivement, la nouvelle génération de garçons va totalement modifier la donne. Moi, j'ai rencontré beaucoup de jeunes de l'âge d'Alexandre notamment lors de rencontres, et ils sont beaucoup plus féministes, ils sont vraiment pas du tout dans cette misogynie que j'ai pu connaître, que la génération de ma mère, enfin des personnages un peu comme Jean Farel. Mais c'était l'époque en fait, il y a eu une époque où certains comportements étaient tolérés. En France, il y a eu beaucoup d'affaires récemment justement d'accusations de ce genre, mais c'était aussi, il faut le rappeler, un système qui était toléré. Les gens savaient, et c'était une époque. Donc, on ne peut pas vraiment revenir là-dessus, ça fonctionnait comme ça. Et je pense que plutôt que de chercher à tout prix à condamner ce qui a été fait, il faut aller de l'avant et proposer des nouveaux codes culturels, des nouvelles façons d'évoluer et de se comporter entre hommes et femmes pour une meilleure évolution. Mais je suis convaincue que oui, l'évolution a été bénéfique, même si ça a pu être dur aussi pour certains hommes. Moi, je sais que j'ai des amis qui m'ont dit, moi, j'ai pas le sentiment d'avoir eu un mauvais comportement et c'est dur d'être renvoyé à quelque chose d'aussi brutal. Mais je leur dis, c'est un moment à passer. La révolution, ça fait toujours mal. Mais après, de ce mouvement vont sortir sans doute des générations qui vont changer la donne. Mais en tout cas, la génération d'Alexandre, on voit ces jeunes hommes aussi brillants et en même temps entourés aussi des autres gens très brillants, des étudiants des meilleures universités du monde, mais qui n'ont pas des valeurs, non? Ils ont juste le besoin de gagner beaucoup d'argent, c'est leur seule préoccupation. Et ça fait un peu peur, non? De ces élites qui... Ils sont aussi le fruit d'un système, c'est-à-dire que moi j'ai décrit les grandes écoles d'ingénieurs qui sont essentiellement des écoles masculines. C'est des enfants qui sont conditionnés très tôt pour la réussite et on voit bien cette obsession de la réussite scolaire, notamment dans les matières scientifiques. Et quand ils arrivent à obtenir leur diplôme, ce sont des garçons qui ont 20 ans, 21 ans. En fait, ils sont très jeunes, ils sont très immatures. Et on leur propose très tôt des hauts salaires, des postes dans des banques. Et parfois, ces gens-là se retrouvent quelques années plus tard conseillers politiques. On l'a vu dans l'équipe du président Macron, il y avait des gens issus de cette génération et de ces grandes écoles très jeunes qui se retrouvent au pouvoir. Donc, ça pose évidemment, effectivement, des questions aussi intéressante sur la maturité de nos élites. Leurs valeurs aussi, non? Les valeurs morales. Oui, il y a les valeurs morales, mais après, là encore, Alexandre, lui, n'a pas le sentiment d'avoir vraiment enfreint quelque chose. Quand il parle au procès, quand il donne son avis, il va dire qu'il n'a pas l'impression d'avoir mal agi. Il va dire, j'ai peut-être été un peu brutal, j'ai peut-être été un peu violent, mais c'est ma façon d'être, en fait.
dans mon monde, la sexualité, ça se passe comme ça. Alors, c'est sa parole. Vous pouvez ou pas le croire, vous pouvez le rejeter ou non, l'accuser ou non. Mais c'est ce qu'on a vu un peu aussi avec l'affaire de Stanford. Et il a dit j'avais bu trop d'alcool. Il y a la question de la culture du viol qui se posait, de la place de l'alcool, la façon dont parfois on peut se disculper par le fait d'avoir bu de l'alcool. Et donc toutes ces questions, évidemment, sont posées dans le livre. Je n'apporte pas de réponse d'ailleurs, parce que je considère que le roman, c'est le lieu du questionnement. Mais finalement, ce n'est pas au romancier d'apporter des réponses. Les réponses, à la rigueur, elles sont politiques ou sociétales. Et pour finir, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette adaptation cinématographique? Vous avez contribué en quelque sorte, vous avez vu le script? Alors en fait, j'ai fait mieux que ça puisque j'ai eu la chance de voir le film. Donc, je n'ai pas du tout participé à l'écriture, mais Yvan Attal m'a quand même fait lire le scénario avant. Et puis, il m'avait parlé du casting. Donc, c'est Charlotte Gainsbourg qui joue le rôle de Claire, Pierre Arditi le rôle de Jean, Mathieu Kassovitz le rôle d'Adam Wiesmann. Et puis, des jeunes comédiens, Ben Attal et Suzanne Joannet pour les rôles des deux jeunes. Et le film est vraiment magnifique. J'avais très peur parce que c'est un livre qui est important pour moi pour diverses raisons. Et il est très, très, très réussi. Et normalement, il devrait sortir le 24 novembre en France. Et il y a une tournée qui est prévue. Donc, j'espère que vous pourrez aussi tous le voir. Parce que de le voir en image, c'est vrai que ça change aussi la perception. Parce qu'ils sont très incarnés, les personnages, dans le film. C'est très bons acteurs. Et Charlotte Gainsbourg, elle est extraordinaire en Claire Farrell. C'est magnifique, non? Une telle actrice pour Claire. Et ils ont coupé beaucoup ou ils ont gardé quand même toutes les structures du roman? Alors, Yvan est resté très fidèle au livre. Après, il y a des personnages qui, effectivement, secondaires qui ont disparu, comme Françoise, comme Léo, le frère, parce qu'on ne pouvait pas, en 2 heures de film, il dure déjà 2 heures, raconter toute la galaxie Farrell, parce qu'il voulait vraiment se centrer sur les deux jeunes, en fait, aussi, et puis sur Claire, le couple qu'elle forme à la fois avec Jean et Adam. Et avec beaucoup d'envie de le voir, j'espère qu'il va arriver aussi en Catalogne. Et bon, voilà, mais je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cet entretien. Et... merci à vous pour cette invitation, j'étais absolument ravie. J'aurais aimé être parmi vous à Barcelone, parce que j'en garde un très bon souvenir, mais ça a été un grand plaisir de faire cette rencontre. Merci à tous les organisateurs et à mon éditrice, à vous-même et à l'interprète. Merci 1000 fois. Merci beaucoup et à une prochaine.